Thierry Pacaud est un philosophe. Il me contredira hein, parce que nous ne sommes pas concertés sur la présentation que je fais de lui. Est un philosophe de l'urbanité. Il est auteur d'une 60aine d'ouvrages. Après avoir fondé en 2013 l'Esprit des villes, il a lancé l'édition Terres urbaines, une écologie pour habiter le monde. Citons 2 livres. Parce que ceux-là, je les ai lus, je peux en parler. Enfin, j'en ai lu un peu plus, mais 2020, Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité. L'Amérique verte, portrait d'amoureux de la nature. Il a coordonné en 2015 une dynamique de recherche sur un terrain à Dunkerque qui aboutit à une publication qu'il coordonne qui s'appelle La ville récréative, enfants joueurs et école buissonnière. Et puis, très récemment, il a publié Pays de l'enfance, toujours aux éditions Terre urbaine, où il réexamine d'innombrables alternatives pour une ville, une école, la rue, un milieu adapté aux enfants. En fin de ce livre, 50 pages de promenade bibliographique. Je vous assure que c'est une mine et des ressources avec des sources commentées qui sont des repères précieux sur l'éducation nouvelle, sur l'approche de l'enfant, les conceptions qu'on a de l'enfant et sur la place qu'on peut faire à cet enfant. Nous l'avons invité pour son érudition sur les penseurs de l'écologie, pour sa curiosité enthousiaste et sa connaissance des pédagogues novateurs, mais aussi parce qu'il aime s'entretenir avec le petit enfant qui est en lui, celui qui l'invite à grimper aux arbres. Bon, il faut un petit peu attendre. Merci Dominique pour cette trop élogieuse présentation. Merci de m'avoir invité à ce colloque. Comme ça vient d'être dit remarquablement, il brasse large et on a vraiment beaucoup de choses à apprendre pendant ces 2 jours. Et effectivement, il n'y aurait pas la jauge. On aurait envie d'être dans chaque atelier en même temps parce que ils sont tous passionnants. Je reviendrai de fait un peu sur ce qui a été dit à l'instant, mais d'une autre manière. Et j'avais titré mon intervention à l'école de la nature. Évidemment, ça me permet en tant que philosophe de... Mais rassurez-vous, je vais pas faire un cours magistral sur la notion de nature, ce serait bien ambitieux. Mais ça me permet quand même de revenir sur 2 mots, le mot école, à l'école de la nature, et le mot nature. Le mot école, je l'entends exclusivement dans le sens grec de scolé, qui signifie la connaissance de soi et d'autrui, c'est-à-dire un temps pour rien, un temps gratuit, d'autoconnaissance et de relation à l'autre. Et ce terme de scolé est traduit en latin par osium, qui est le loisir. Donc vous voyez, c'est donc ce serait, mais ça a déjà été pris par une maison d'édition, ce serait l'école du loisir qu'il faudrait inventer. Et ce mot scolé a donné Schule, school, école, évidemment. Et là, on peut s'interroger sur la transformation du sens des mots, puisque le mot école, tel qu'on l'a vécu, enfin tel que moi je l'ai vécu, ne correspond pas du tout à cette connaissance de soi et d'autrui. C'est plutôt pendant les vacances que je pouvais pratiquer l'école. Donc, il y a là peut-être une réflexion même très, très importante à faire sur la notion d'éducation. Dominique parlait d'animation tout à l'heure en disant que les termes étaient interchangeables. Je pense qu'il nous faudra, ce sera la conclusion de mon exposé, être excessivement précautionneux sur l'usage des mots et de voir comment ces mots évoluent au cours de la période 70-90, mais même évidemment dans l'époque qui précède, bien sûr. Et on en a dit, ça je sais pas d'où ça vient. Bon.
on en a dit 2 mots sur environnement et milieu, mais je vais évidemment y revenir plus en détail. Donc l'école, et dans le livre que je viens de publier, Pays de l'enfance, je revisite des pédagogies nouvelles qui sont toutes centenaires, comme vous le savez, et je m'aperçois avec grand intérêt qu'il y a 2 traits communs qui sont présents quasiment dans toutes ces pédagogies nouvelles, quelles qu'elles soient, Montessori, De Crowley, Guedes, etc., etc. C'est d'une part que l'enfant est un auto-apprenant. C'est un point, je pense, décisif. Et puis, l'autre point qui est très important, c'est que pour qu'il apprenne, il faut qu'il aille voir ailleurs s'il s'y trouve. Et donc, ça, c'est 2 points qu'on retrouve absolument partout et qui viennent chahuter la notion de discipline scolaire, d'emploi du temps. Donc, dans mon livre, je fais l'historique de la notion d'emploi du temps à l'école, depuis quand il y a des disciplines, etc., etc. Pourquoi? Et on s'aperçoit que ces pédagogies nouvelles, dites qui sont centenaires, eh bien, gommaient ces savoirs différents et les unissaient généralement en 1 ou 2 disciplines entre guillemets qui étaient des disciplines indisciplinées. Par exemple, chez Fourier, il y a 2 disciplines entre guillemets, c'est la gastronomie et l'opéra. Tout le reste, le français, les mathématiques, tout ça disparaissent. Si je regarde Guedes, qui est un auteur majeur en pédagogie, ce qu'il met en avant, c'est la musique, l'apprentissage de la musique, et puis le jardinage. Alors, il se trouve que pour des raisons familiales, sa femme est pianiste et lui est professeur de botanique à l'université. Quand il crée une école expérimentale, évidemment, ils deviennent enseignants à temps partiel et ils enseignent ce qu'ils savent. Donc, l'une, le piano, la musique, et l'autre, la botanique, c'est-à-dire aussi le jardinage, c'est-à-dire aussi la découverte de la nature. Et là, je m'aperçois à quel point ces pédagogues dont j'ai regardé l'histoire, y compris du reste tous les penseurs de l'écologie que Dominique a cités à juste titre en précisant que la date de parution de leur livre ne correspond pas exactement à la date de la conscientisation qui résultera de la lecture de leur livre, hein, ça c'est évident. Je viens de finir une biographie de Rachel Carson. Bon, je peux vous dire que le livre Le Printemps silencieux, le titre est absolument extraordinaire, qui sort en 62, mettra déjà plusieurs années avant d'être traduit en français. Il sera préfacé par Roger Haim, dont on a tous oublié qui c'était, alors que c'est un des théoriciens de la pédagogie de l'écologie qui est fondamental et qui est essentiel. Donc c'est pour vous dire que là, il y a effectivement l'appel qui a été fait à la fin du colloque pour qu'il y ait des recherches de thèses, etc. Je ne peux que réitérer cet appel, évidemment, il est absolument décisif. Donc, Patrick Guedes, et là je l'ai constaté chez De Crowley, etc., tous ces pédagogues eux-mêmes ont été à l'école de la nature. Je l'ai constaté principalement sur les précurseurs de l'écologie nord-américains, dans mon livre sur l'Amérique verte, où je prends successivement Emerson, Thoreau, Margaret Fuller, Andrew Jackson Downing, John Burroughs, John Muir, vous voyez, tous ces gens-là. Et tous ces gens-là, même ceux qui ont été très bien scolarisés, ils étaient peu nombreux, mais il y en avait, comme Thoreau, hein, qui a été à Harvard, qui a fait latin, grec, italien, allemand, espagnol, français, donc c'est quand même, vous voyez, il a des bagages linguistiques assez importants. Eh bien, n'empêche que tous ces enfants, quand ils étaient enfants, ils étaient avant tout dehors, et ils les herborisaient, ils les observaient, ils collectaient, ils se promenaient, et ils racontaient. C'est-à-dire que là, j'ai compris un point très fort que je n'avais pas perçu auparavant, c'est que on découvre par soi-même le monde qui nous environne et que nous environnons, parce qu'il y a cette réciprocité-là qu'il ne faut jamais oublier, mais on ne peut vraiment la faire sienne, cette chose qu'on découvre, que si on la raconte, que si on en parle. C'est pour ça que on va, certes, il y a les rêveries du preneur solitaire, mais les rêveries du preneur solitaire ne prennent sens que parce qu'elles sont partagées. Et donc, d'une certaine façon, je suis un enfant solitaire, je découvre la nature autour de chez moi ou dans le jardin familial, mais je ne peux vraiment me l'approprier que si je raconte, que si je décris, que si je montre. Donc, on voit bien à quel point il y a cette interaction permanente entre le je et le nous.
Et donc, philosophiquement, je crois, évidemment, comme vous tous, que l'être humain est à la fois situationnel, communicationnel et sensoriel, mais il combine toujours deux dimensions qu'on ne peut pas séparer, et quand on les sépare, il va mal. Ces dimensions, c'est le avec et le parmi. L'être humain est un être de liaison. Il passe sa vie à se lier, à se délier et à relier. Mais ce qui est nouveau dans notre approche, c'est qu'il ne se délie pas pour se relier, etc., entre humains, mais avec le vivant. Ça, c'est un point décisif, c'est que nous ne sommes plus simplement des humains entre humains, parmi les humains, mais nous sommes des êtres vivants parmi des êtres vivants sur une petite terre qui cherche à valoriser son habitabilité. Alors là, c'est quelque chose, évidemment, qui est crucial. Donc, le mot nature, je vais en dire deux mots quand même. Le mot nature, en latin, puisque le terme français vient du latin, natura, c'est un verbe qui signifie le fait de naître. Donc, c'est lié à la naissance. C'est lié, du coup, à l'origine. C'est lié, du coup, à ce qui serait inné. Mais le terme latin vient du terme grec physis, qui lui-même vient d'un terme indo-européen qui signifie croître, croissance. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que quelque chose naît pour croître, ou se développer si vous voulez, puis va péricliter, va décliner, va se dénaturer, va s'épuiser, va mourir et va renaître. Donc dans la notion même de nature, le fait qu'il y ait des extinctions de certaines espèces n'est pas quelque chose de grave en soi. Ça appartient à ce processus. Donc la nature n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose toujours qui advient. On ne peut pas penser la nature sans penser les temporalités. Et pour l'enfant à l'école, je prends cet exemple-là, eh bien, il va, en étant dans les classes dehors, j'en parlerai tout à l'heure, en allant explorer autour de lui le milieu dans lequel il vit, que ce soit le milieu des HLM, le milieu d'une marée pavillonnaire, le milieu d'un petit village, peu importe, il va combiner, sans que l'on lui dise, en permanence la territorialité de ce qu'il observe et les temporalités qui vont avec. Philosophiquement, c'est un sujet passionnant qui est sous-traité dans la philosophie contemporaine française. Il y a deux philosophes qui ne se connaissaient pas, qui ont été contemporains qu'une partie de leur vie, qui vont essayer de combiner territorialité. Vous voyez, je dis pas espace, je dis territorialité et temporalité. C'est Gaston Bachelard, à qui je reviens toujours, évidemment, et Henri Lefebvre. Les deux vont penser qu'il y a une topo-analyse et qu'il y a une rythme-analyse, et que les deux sont articulés. On ne peut pas les séparer. Et lorsque j'ai compris ça, au début du siècle dans lequel nous nous trouvons, j'ai demandé à tous mes étudiants, quel que soit le cours que j'assurais, le même exercice, qui était une autobiographie environnementale. Je leur demandais, racontez-moi ce que les lieux ont fait de ce que vous êtes devenus. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, je leur demandais de repérer des territoires dans leur intimité, des territoires dans leur géographie affective, dans leur géographie existentielle, mais d'inscrire ces territoires dans des temporalités. C'est pour ça que, par la suite, quand j'ai écrit Pays de l'enfance, j'ai repris l'expression à Bachelard. L'enfance n'est pas un moment de la vie, c'est un pays. Il nous faut saisir les deux. Vous voyez, c'est pas. Alors là, au niveau de l'enseignement, au niveau de la pédagogie, c'est pas de la tarte, mais je suis bodeur que les enfants le comprennent, j'allais presque dire, spontanément. Donc, la nature, elle mêle à la fois du temps et du territoire. Je reviendrai sur ces notions tout à l'heure. Alors, pour Aristote, je prends Aristote parce que c'est lui qui a le mieux formulé, parce que là aussi, je rentre pas dans le détail, mais il y a une thèse absolument remarquable de Gérard Nadaf sur la notion de physis chez les Grecs, mais qui reprend en détail ce que ça signifie chez Homère, ce que ça veut dire chez Empédocle, etc., etc. Donc je rentre pas dans tous ces détails érudits, mais simplement je prends Aristote parce que c'est lui qui va le mieux formuler les deux dimensions du mot nature que nous avons tous en tête, évidemment. Le premier, c'est simplement les propriétés spécifiques à un être, ses attributs,
Et l'expression populaire, ce n'est pas dans ma nature de faire ceci, ou c'est dans ma nature d'être cela, ou cette personne, ou cette chose, ou ce sentiment, c'est dans sa nature. Vous voyez, là, on comprend très bien qu'il y a des qualités spécifiques propres qui constituent ce qu'on appelle une nature. Et de l'autre côté, plus généralement, une approche plus liée à la physis grecque, ou ce qui va donner physique en français, eh bien, les éléments constitutifs de ce qui nous est extérieur. Ce qu'on appellera l'ordre des choses, ce qu'on appellera l'univers, ce qu'on appellera le cosmos. Donc là, on a bien un rapport tout à fait passionnant, vous voyez, une dimension de ce qui est spécifique à quelque chose, et de l'autre côté, ce qui est autour de ce quelque chose, mais avec lequel ce quelque chose fait corps. Il y a une unité. Alors ça, c'est évidemment très important, et dans cette unité, il y a les 4 éléments. Les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu, sont pour Aristote, c'est lui qui utilise le mot élément, Empédocle parle de racines, les 4 grandes racines, mais là je ne rentre pas dans l'analyse d'Empédocle. Ces 4 éléments sont extraordinaires pour nous philosophiquement parce qu'ils sont contradictoires en eux-mêmes. C'est-à-dire que l'eau me désaltère, mais peut aussi inonder ma maison. Le feu peut me réchauffer, mais peut aussi incendier ma récolte. L'air peut me permettre de respirer, mais peut aussi m'asphyxier. Et la terre me nourrit, mais c'est là où je finirai enseveli. Et donc, on voit bien que les 4 éléments sont dialectiques. Ils expriment la dialectique du monde. Et donc, un enfant dans un terrain d'aventure, sans qu'un prof de philo soit derrière lui, pour lui dire « Ah, tu prends un peu de terre, tu le mélanges avec de l'eau, et puis tu en fais un gâteau que tu vas offrir à ta copine », il philosophe. Il fait de la philosophie. Et ce faisant, il comprend justement la dialectique des choses. C'est pour ça que dans le livre que Dominique a eu la gentillesse de citer, La ville récréative, je suggérais au ministre de l'Éducation nationale de transformer les écoles élémentaires en écoles élémentales. Bon, ça n'a pas été fait. Je le regrette parce que les 4 éléments dans notre culture occidentale, dans la culture orientale, il y a 5 éléments, mais je ne rentre pas dans le détail, sont effectivement le point de départ de notre propre réflexion sur ce qu'on appellera le milieu. Dernier point sur cet aspect des choses, des 4 éléments. J'ai parlé du cosmos tout à l'heure, qui est à la fois l'univers ordonné, qui répond à des lois. Beaucoup de philosophes vont s'obstiner à essayer de déterminer les lois propres à telle espèce, animale ou végétale. Ils feront des classifications, Linné, Buffon, Humboldt, etc. Et avant eux, Descartes, bien sûr. Alors, c'est pas là-dessus où je vais vous entraîner. Je dirais simplement que l'être humain, comme c'est un être vivant, il lui faut cosmosiser. Et donc là, je regarde les programmes scolaires et je ne vois jamais, je laisse de côté ce mot un peu ardu, cosmosiser, qui est pas si facile à prononcer, je laisse de côté, mais je garde ce qu'il signifie et je ne le vois pas traduit dans les exercices, dans les préoccupations, dans les intentions pédagogiques de l'école actuelle en France. Et j'observe au contraire, dans les débats d'idées, à quel point, et on l'a vu avec la Covid d'une manière absolument extraordinaire, ne l'oublions pas, si jamais c'est la destruction de l'habitat des chauves-souris qui a provoqué la Covid, alors on voit bien à quel point il nous faut cosmosiser. Mais je vous rappelle aussi que dans la commission scientifique qui devait conseiller le président de la République, il n'y avait que des médecins. Pas un agriculteur, pas un vétérinaire, pas un chasseur, aucun de ceux qui connaissent les animaux, et les chauves-souris en particulier. Non, là il y avait un tel lobby puissant que c'était une affaire de santé. Bon. Dominique ne l'a pas dit en me présentant, je suis un grand ami et l'éditeur d'Ivan Illich, et donc je partage totalement sa conception de la santé, de l'école, de l'énergie et des transports, et donc je sais à quel point le productivisme nous a dépossédés de notre propre corps, par exemple, pour la santé, de notre propre découverte du monde par l'éducation, etc., etc. Donc je pense qu'il nous faut aussi
revenir à une approche très critique des institutions. Et donc, se cosmociser, et cosmociser, c'est le travail de chacun d'entre nous. Alors, qui sont ces nous? Eh bien, j'ai appelé l'enfant un chercheur d'or. Je voulais, parce que des journalistes m'ont posé la question, c'est quoi un enfant pour vous? Alors oui, ils voulaient que je leur donne une classe d'âge. C'est quoi un enfant pour vous? Quand vous parlez de l'école, est-ce que c'est la prime enfance? Est-ce que c'est, etc., le nourrisson, vraiment? Et j'ai répondu, c'est le chercheur d'or. H-O-R-S. Parce qu'évidemment, j'avais lu les psychanalystes, les pédiatres, les anthropologues, etc. Et je savais, et je l'avais moi-même vécu, je savais que l'enfant est toujours en train d'aller ailleurs. Il va hors de son corps, qui le panique, parce que quand des choses lui échappent, évidemment, il est très inquiet. Ensuite, il quitte sa chambre, il quitte sa maison, il quitte l'école, etc. Et cette espèce de sentiment aventurier est constitutif de ses propres qualités personnelles qui vont apparaître par la suite. C'est là où l'école joue un rôle essentiel, et la famille, bien sûr, parce qu'il y a des parents qui sont très réticents à aller explorer le monde. Je parlerai, je vais en parler tout de suite, ce sera un fait comme ça, de Mabel Barker. Mabel Barker, c'est une élève de Patrick Guédès. Patrick Guédès, c'est un personnage que j'apprécie énormément, qui est insuffisamment connu en France. On ne sait pas trop comment le présenter parce que il a aussi bien écrit un essai de sexologie que plusieurs travaux excessivement documentés et reconnus dans le milieu scientifique sur la population des océans. Il est aussi un botaniste chevronné. Il est l'inventeur des études urbaines, les urban studies, etc., etc. Donc, et c'est un pédagogue. Donc, vous voyez, on ne sait pas trop comment le positionner. Mais il a une élève qui s'appelle Mabel Barker et qui va faire sa thèse avec lui sur la notion de milieu dans l'enseignement. Et elle-même devient institutrice dans un village, dans une école d'un village anglais, et toute sa carrière, alors on a des informations parce que elle a été questionnée, elle a écrit d'autres livres par la suite, toute sa carrière, elle n'aura qu'un seul cours, on va l'appeler ça comme ça, je ne veux pas prendre l'expression discipline, un seul cours, ce cours c'est l'étude du milieu. Et donc ces enfants partent, dès qu'ils arrivent à l'école, ils repartent. Ils repartent voir, questionner. Alors Fresnel a aussi fait avec ses élèves qui sont des reporters. On va voir les artisans du coin, on va voir la faune et la flore, etc. Et puis on revient à l'école de temps à autre pour aller au centre de documentation, essayer d'approfondir ce qu'on a repéré, collecté, photographié, dessiné, etc., etc. Et donc Mabel Barker a eu cette espèce d'audace. Elle a été tout à fait soutenue par sa hiérarchie systématiquement parce que les résultats étaient probants. C'est-à-dire que effectivement, tous ces élèves, tous ceux qui sont passés dans sa classe, d'abord aimaient l'école, cette école-là en particulier, et avaient une appétence pour tout ce qui les environnait. Et non pas un disciple, mais quelqu'un qui a bien apprécié aussi Patrick Guédès, qui est Colin Ward, que vous connaissez peut-être, c'est le célèbre anarchiste anglais, mais qui a écrit un livre majeur sur les enfants dans les villes en 1978. Eh bien, il était, pour les années qui précédaient, l'éducation nationale britannique l'avait repéré comme étant un peu trop libertaire dans ses manières d'enseigner. Donc du coup, on l'avait sorti d'une classe et on l'avait mis dans une administration. Pour protéger les enfants. C'est une approche libertaire. Et là, eh ben, il a créé le BI, abeille en anglais, le bulletin à l'éducation à l'environnement. Donc, vous voyez, c'est juste une petite remarque que je fais pour les organisateurs. Le colloque est franco-français. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Mais ce sera intéressant de voir ailleurs, au même moment, tout ce que les dates que Dominique a montré tout à l'heure, à quoi ça correspondait. Est-ce que Stockholm 72, c'est important en Suède, par exemple? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est important au Danemark? Est-ce qu'aux États-Unis, ça va avoir des répercussions sur les programmes scolaires, sur la manière d'enseigner, sur le contenu, etc. Donc, vous voyez, là, nous, pour l'instant, et c'est déjà pas mal, et on a fort à faire, on est franco-français. Mais ce Colin Ward va se nourrir de Patrick Guédès pour comprendre que l'enfant, il est toujours en train
d'apprendre parce qu'il est toujours en train de se questionner sur pourquoi y a-t-il ceci plutôt que rien. Et il est insatiable. Et cette question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, c'est la question même de la philosophie grecque. C'est la question fondamentale qu'on se pose tout le temps. Et c'est comme ça qu'on crée l'ontologie. Et c'est comme ça qu'on essaye de réfléchir sur tous les êtres qui constituent notre environnement, y compris les humains, pour comprendre quelle est leur essence, c'est-à-dire quelles sont leurs qualités, c'est-à-dire leur naturier. Je reviens là toujours à cette même approche. On ne peut pas échapper, si l'on est curieux, si l'on considère que la philosophie débute avec l'étincelle du questionnement, on ne peut pas, évidemment, ne pas penser que le questionnement est à l'origine même de la scolée grecque. Et que, d'une certaine manière, c'est parce que l'on s'interroge que l'on est toujours en éveil. Vous voyez, c'est des mots qu'on retrouve ensuite dans le discours des pédagogues. Donc, Mabel Barker, elle va argumenter, théoriser cette notion de milieu. Elle est très embêtée parce que, à cette époque, c'est une thèse de 1924 qui sera éditée en 1931, elle s'aperçoit bien que le mot milieu est connoté dans le vocabulaire des géographes. Il vient de Villade de Lablache. Et Villade de Lablache lui-même a introduit en français un terme qui n'existait pas, qui est un terme anglais, qui est le terme environment. Environnement, c'est un terme que, et alors, comme lui, il avait inventé et surtout théorisé la notion de milieu, eh bien, il en fait des synonymes. Ce qui pose problème aujourd'hui, parce que je crois que le milieu nécessite une autre approche que celle de l'environnement. J'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a des milieux sociaux. C'est l'heure. Ah bon. Non, parce que comme j'ai pas là, il est quelle heure là? Il me reste combien de temps? Pardon? Donc j'ai quoi, 10 minutes? Bon. Bon, alors je saute ça. Bon. Donc, je disais que les enfants étaient des chercheurs d'or, et ils avaient une autre qualité, c'était des faiseurs de monde. Alors ça, c'est plus philosophique, et j'aime beaucoup l'expression française de venir au monde. Un chiot, un chaton naissent. Un bébé, un enfant, vient au monde. Ça me plaît beaucoup. Et il vient au monde pour quoi faire? Il vient au monde pour ajouter son monde au monde déjà là, au monde des adultes. Donc c'est un faiseur de monde. Il faut surtout ne jamais l'empêcher de créer son monde, c'est-à-dire son univers. Et là je reviens à Bachelard, le monde d'un enfant est fait de la réalité qu'il observe et qu'il subit, et de toutes les rêveries dont il va finalement enchanter son imaginaire. Donc le monde de chacun d'entre nous, c'est de l'imaginaire et puis du réel. Alors il n'y a rien de mieux, évidemment. Mais on est parfois dans des structures, dans des institutions où on met le paquet sur la réalité et on dit le reste, tu t'en fous un peu. Et lorsque j'avais visité des écoles, des classes pour mon expo de Dunkerque, l'institutrice me disait là il y a Ahmed, il y a Paula, etc. Bon, et tel âge, et puis tout d'un coup elle s'arrête et elle me dit là il y a Johan, il est dans son monde. Oui, il n'était pas présent dans la classe, si vous voulez. Alors je lui dis, ça doit être un excellent élève. Oui, parce qu'il était dans son monde. Et elle m'a confirmé que le fait qu'il soit dans son monde, et ça, Montessori aussi le rappelle, vous voyez, il faut laisser ce monde, même si c'est pas le réel. Montessori entend une de ses accompagnatrices, elle dit pas institutrice, elle dit accompagnatrice, elle entend une accompagnatrice dire à un petit enfant qui vient de dessiner un arbre, où il a colorié le tronc en bleu. Elle lui dit, comme un reproche, mais tu t'es trompé, le tronc n'est pas bleu, regarde les arbres dans la cour, dans le jardin. Et puis l'enfant s'en va, et à ce moment-là, Montessori, qui a entendu cet échange, s'approche de l'accompagnatrice et lui dit, c'est curieux, vous voyez pas les arbres bleus? Et après, elle note dans son journal, cet épisode m'a obligé à repenser l'enseignement de la chromatique. Et non, nous, on est dans une rationalité où on va essayer de s'évertuer, parce qu'on considère l'enfant comme un réceptacle de toute une culture que les adultes ont pensé pour lui. Il faut qu'il l'intègre, il faut qu'il l'ingurgite. Non, il faut partir toujours
des enfants. L'enfant ne comprend, ne saisit quelque chose que uniquement parce qu'il l'a éprouvé. L'expérience est intransmissible. J'ai trouvé un adage chinois, dont je suis très content, je vous le propose. L'expérience est un peigne pour un chauve. Et je pense que c'est absolument ça. Et après 40 ans d'enseignement, un métier que j'ai choisi, je me suis aperçu à quel point je ne transmettais rien. Et que c'était bien. Et qu'on était dans le fait d'apprendre à apprendre et rien d'autre chose. Donc c'est un chercheur d'or, et un faiseur de monde. Donc je passe très vite, je voulais vous dire plein de choses. Je voulais évoquer tous ceux qui ont, puisqu'on va parler de la forêt tout à l'heure, tous ceux qui ont adopté des arbres, tous ceux qui ont favorisé la création de forêts urbaines et scolaires, tous ceux qui ont animé les sociétés forestières scolaires de la fin du 19e siècle, qui avaient été fortement marqués par Morton. Morton, c'est l'Américain qui a créé en 1872 la journée de l'arbre, et ceci a eu un impact quasi-planétaire, et des instituteurs de l'Est de la France s'en sont emparés dès ces années-là, et chaque année, ils plantaient des arbres, mais pas un arbre, mais des centaines, des milliers d'arbres. Et il renouait du coup, mais là j'ai pas le temps de vous le lire, avec la Marseillaise, qui a une strophe entière consacrée à la gloire de l'arbre. Au point où dans mon livre, je proposais qu'on réécrive la Marseillaise, non pas aux armes citoyens, mais aux arbres citoyens. Alors, je voulais vous parler d'Edmond Blanguernon, je le mentionne quand même, parce que c'est celui qui invente les classes promenades, au tout début du XXe siècle, non sans difficulté avec sa hiérarchie administrative de l'éducation nationale de l'époque. Il va beaucoup écrire sur cette notion-là. Il est absolument convaincu. Il a observé, il explique à l'inspecteur, etc., que tous les enfants profitent mieux de la classe dehors que dans la classe dedans, que celui qu'on considérait comme étant retardataire, étourdi, inattentif, etc., était tout autre dès qu'on était dans une classe promenade, dans une classe au bord de l'eau, dans une classe où chacun était mobilisé pour repérer quelque chose que l'autre n'avait pas et immédiatement lui montrer, c'est-à-dire lui en parler. Je voulais vous parler aussi de Max Forestier, qui est un médecin qui crée la première classe de neige dans les années 50 à Vanves. Je voulais vous parler ils sont peut-être dans la salle, du reste de Benjamin Gentil et Moïna Fouchier de la Vigne qui ont organisé ce qu'on appelle la coalition pour l'école du dehors. Bon, tout ça je le laisse de côté malheureusement. Et comme il me reste qu'une poignée de minutes, je voudrais m'arrêter sur 3 points. Le premier, c'est écologiser notre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, écologiser notre esprit? Ça veut dire adopter l'écologie comme une méthode au sens grec de méthodos. Odos, c'est la voie, c'est le chemin vers le connaître. Eh bien, la méthode, l'écologie comme méthode, elle combine en permanence le processus, la transversalité et l'interrelation. Et on peut faire toutes les promenades qu'on veut et toujours entremêler ces 3 dimensions-là. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Parce que on ne peut rien comprendre de ce qui nous environne et de nous-mêmes et de nos sentiments et de nos affects si on n'est pas capable de les inscrire dans un processus, de les saisir dans la transversalité avec d'autres. Prenons les 5 sens, il va de soi qu'on ne peut jamais les isoler. Ils sont toujours dans la transversalité. Du reste, bien souvent, on regarde un tableau, on me dit, et vous dites, il m'a touché. Voyez, alors que c'est la vue. On voit bien que tous ces capteurs sensoriels sont mobilisés en permanence. Et puis l'interrelation, c'est la définition de Hans Haeckel de l'écologie, mais il faut la reprendre en permanence. Nous sommes toujours dans des interrelations. Je touche ceci, il y aura des conséquences sur cela. C'est pour ça que quand un agriculteur, il faut pas l'idéaliser, n'est pas du tout écologue. Non, non. Quand il détruit une haie, il sait très bien qu'il détruit un garde-manger d'insectes qui, du coup, ne pourront plus nourrir les oiseaux, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a des écosystèmes qui sont des paquets d'interrelations.
Vous voyez, je vous parlais au tout début de mon exposé de l'être humain comme un être de liaison. Parce que Georg Simmel dit très justement que l'être humain est l'être frontière qui n'a pas de frontières. Eh bien, c'est parce que nous sommes des êtres frontières qui n'avons pas de frontières que sans cesse nous sommes dans l'interrelation. Alors, voir, ressentir, herboriser, collecter, cabaner, pour prendre un terme que Dominique connaît bien, explorer, ça nécessite aussi, je vous l'ai dit, de raconter, c'est-à-dire d'utiliser des mots. Ça, c'est mon deuxième point de conclusion. Il nous faut être attentifs aux mots. Ça, c'est excessivement important. Et quand on écoute les enfants, on s'aperçoit que les charades, les comptines, ils les connaissent, mais ils sont tout à fait capables de jouer sur les mots, sur des hésitations, sur des parentés étymologiques, sans le savoir évidemment, nécessairement. Et donc là, on s'aperçoit qu'ils cherchent toujours à dire le mot qui colle au plus près de ce qu'ils ont ressenti. Et si je prends les termes suivants, vous allez voir: territoire, habitat, acclimatation, individu, société, colonisation. Tous ces termes sont des termes de la botanique, puis de la zoologie, puis, généralement presque un siècle plus tard, des sciences humaines et sociales. Au point où nous pensons que ce sont des termes de sciences humaines et sociales. Le mot habitat, c'est ce qu'on appellera par la suite la niche environnementale, mais le mot habitat va donner habitabilité. Habitabilité ne renvoie pas à habiter. C'est une autre chose. Ça renvoie à habitat. J'ai presque fini. Enfin, j'ai pas fini, mais peu importe. Bon. Et donc, voilà. Donc, il y a une adéquation qui n'est pas simple du tout et une généalogie, en d'autres termes, du sens des mots. Et je terminerai là-dessus par une anecdote, oui, tant pis, de deux auteurs que j'aime beaucoup, mais c'est pas suffisant pour les choisir, bien que deux personnes absolument remarquables, très généreuses, malgré ce qu'on en dit souvent, Jean-Paul Sartre et André Breton. Jean-Paul Sartre crée son parti politique révolutionnaire en 1948, il loue la Mutualité pour faire un meeting de lancement et il demande à André Breton de faire un exposé, d'intervenir. André Breton vient, mais comme il est précédé de sa renommée, il est contesté par une partie du public et il ne peut pas faire son discours qui était sur l'intellectuel dégagé. Vous voyez, il était un peu coquin parce qu'il est invité par Sartre qui vient de publier La littérature engagée et lui il fait un exposé sur l'intellectuel dégagé. Lisez ce texte, il est sur Internet. Il est absolument remarquable. Et dans ce texte, André Breton dit « Les créateurs, les penseurs, les intellectuels ont comme mission d'être les gardiens du vocabulaire. » C'est notre mission. Je vous remercie. Merci, monsieur. On vous propose un petit échange avec monsieur Paco avant d'enchaîner avec la suite du programme. Des micros sont aux extrémités de cette salle. Levez la main, pensez à vous identifier avant votre intervention et à bien utiliser le micro. Merci. Vous identifier, mais comme je ne vous vois pas, c'est pas... Je vais faire avancer le schmilblick alors. Dans une récente tribune... excusez-moi, je ne me suis pas présenté, oui, Laurent. Henri Jaffeux, donc président de l'APNE. Dans une récente tribune que l'on m'a donnée à connaître dans Le Monde, un certain nombre de personnalités propose que l'écologie devienne une discipline, soit instituée en discipline, qui plus est en discipline principale, dans le cadre des programmes scolaires, lycéens et même universitaires. Je vous questionne là-dessus par rapport justement à un certain nombre d'éléments que vous avez signalés autour de l'écologie, etc. Quel est votre sentiment sur cette
proposition. Comme je le laissais entendre, l'écologie pour moi est justement transversale d'Aratata, donc indisciplinée, et ne peut pas devenir une discipline. Si elle devenait une discipline, je comprends très bien l'écologie scientifique, puisqu'elle se qualifie ainsi de ceux qui se présentent comme des écologues, ça je comprends très bien, mais je crois fondamentalement que toute notre manière d'être au monde et notre manière de questionner le monde pour le rendre intelligible, c'est pratiquer une écologie. Donc si jamais cette écologie était formalisée, décrite avec des théorèmes, des lois, etc., je pense qu'elle perdrait beaucoup de sa qualité fondamentale, qui est précisément de considérer que il nous faut toujours questionner ce qui est. Alors, je crains beaucoup que ça devienne un écologisme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un isme qui surgisse, et là qui fige, qui dogmatise, qui limite une pensée qui, par définition, doit partir dans tous les sens. Là, je donne comme référence un livre que j'aime beaucoup, qui est très difficile, je le signale pour pas qu'il y ait de réclamation tout à l'heure. C'est le livre de Deleuze et Guattari, Mille plateaux. C'est un livre que j'ai lu à plusieurs reprises, c'est un livre très difficile, mais dans ce livre absolument extraordinaire, ils expliquent qu'il faut rompre avec la logique des disciplines scolaires et universitaires, c'est-à-dire à la conception de la pensée en arbre de la connaissance, avec un tronc commun et des embranchements différents, dont l'écologie pourrait en être un. Et ils disent il faut substituer à cette image de l'arbre de la connaissance le rhizome, c'est-à-dire cette racine proliférante sans début et sans fin. Et c'est ça qui est en même temps un peu vertigineux dans les enjeux environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est qu'il nous faut les saisir précisément sans pouvoir les hiérarchiser, sans pouvoir en même temps politiquement indiquer des priorités. Il faut tout traiter en même temps. Donc ça pose, vous voyez, c'est quelque chose qui est passionnant en même temps, mais qui est très difficile. C'est pour ça que je ne crois pas en un parti politique, pour vous répondre, qui serait un parti écologique. Je pense que l'écologie est cette méthode qui nous met sur le chemin du connaître. Et donc cette méthode-là, elle est toujours tributaire de ce que j'appelle la nouvelle trinité, le cas par cas, le sur-mesure et le faire avec les gens et le vivant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Patrick Février, comité d'histoire du ministère de la Transition écologique. Par rapport à tout ce que vous avez dit donc un propos donc introductif, est-ce que vous considérez que la période où donc un certain nombre d'intellectuels publiaient l'encyclopédie au XVIIIe, et à une époque aussi où Rousseau écrivait l'Émile, est-ce que pour vous c'est une période qui a contribué à faire évoluer, à ouvrir les esprits à d'autres approches que l'éducation traditionnelle de cette époque-là? Oui. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est une période majeure. C'est très intéressant. Je me permets juste de faire cette remarque qu'un historien m'avait soufflé. Les encyclopédistes préparent la Révolution, tandis que les professeurs d'université, à cette époque-là, sont totalement absents. Là, c'est aussi, on nous le raconte jamais, ça, il faut quand même l'avoir en tête. Donc, la revendication intellectuelle qui va chahuter, et même plus que ça, secouer le système de l'Ancien Régime, vient des encyclopédisistes qui, effectivement, alors ils ont une manie qui est la classification, etc., l'élaboration de nomenclature, etc. Mais si on lit Buffon, par exemple, qui est un auteur magnifique, par ailleurs, alors, on découvre à quel point ils sont attentifs précisément à toujours essayer d'expliquer ce qu'on laisserait de côté dans l'ombre parce qu'on n'en sait pas grand-chose. D'où cette ambition assez folle d'être encyclopédique, c'est-à-dire de faire le tour d'un savoir. Mais alors, ce qui est intéressant, et ça c'est Ivan Illich qui me l'avait fait remarquer, par exemple la notion d'outil ou de travail, prenons même la notion de travail, chez Diderot, elle n'existe pas.
C'est-à-dire que là, il faut réinscrire tout un vocabulaire dans son histoire, dans son déroulé historique. Et il m'avait dit, en plaisantant, il me demandait sur quoi j'enseignais à ce moment-là, et je lui ai dit, j'enseigne Linné, Buffon et Humboldt. J'avais un cours là-dessus, en histoire de la pensée écologique, et il me dit, essaye d'enseigner Buffon avec son vocabulaire. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que je voulais absolument utiliser écosystème, biodiversité, etc. Des mots qui apparaissent au XXe siècle simplement et qui sont étrangers au vocabulaire de Buffon. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de ce rapport à la langue, c'est aussi pour comprendre les transformations et les passages d'une période à une autre. Et donc, un même individu, quand j'ai lu Charbonneau, j'étais surpris de voir à quel point il était d'une agressivité vis-à-vis de René Dumont. Et on est après 74. Et pour beaucoup, René Dumont, c'est quelqu'un qui compte dans l'histoire des idées, pour la conscientisation, etc., vis-à-vis de l'écologie. Et pour Charbonneau, il rappelle toujours que René Dumont était, et ses premiers livres, alors j'ai été les lire, évidemment, pour voir, il a raison, il était complètement converti au productivisme agricole. Alors ça voudrait laisser entendre qu'on peut pas changer, ce qui est quand même assez dur. Et tout à l'heure on a parlé de Philippe Samar, mais qui lui était pour l'aménagement de la côte aquitaine, alors que Ellul et Charbonneau étaient contre, en traitant ce projet de technocrate, méprisant justement la nature au point de vouloir l'altérer par des grands projets d'aménagement. Donc, penser les encyclopédistes, ça veut dire aussi les réinscrire dans leur temporalité. Pour moi, ça c'est très important. Ça retire en rien en leur incroyable aspect novateur. Je pense en particulier à tout ce qu'ils vont dire sur justement le reste du monde, c'est-à-dire le monde des sauvages. Et là, Diderot, dans une position qui n'utilise pas ce terme évidemment, qui serait anachronique, développe un antiracisme absolument remarquable. Il est sur des positions que Lévi-Strauss développera plus tard, mais il a pas ces mots, il n'a pas besoin de ces mots pour expliquer que il y a un cosmos, c'est-à-dire qu'il y a une unité qui fait que nature et culture s'entremêlent. Nous, on dit ça parce que on l'a lu chez Descola, mais c'est beaucoup plus ancien que Descola. On le trouve déjà, bien sûr, chez Bernardin de Saint-Pierre et chez Chateaubriand. Si on relit les textes de Chateaubriand... Non, j'arrête. Parce que Chateaubriand est le premier à reprendre la notion de solitude comme étant un lieu. Vous voyez, pas une attitude ou un sentiment. Et en français... la solitude, c'est tu vas où? Je vais me promener dans la solitude. Du coup, quand il est traduit en américain, le mot solitude est traduit par wilderness. Wilderness, ce n'est pas l'ensauvagement, la partie sauvage, non, c'est la solitude. Et je trouve ça très bien, c'est-à-dire que c'est le territoire peu habité, dans lequel on peut être solitaire. Et ça renvoie en fait à l'étymologie et au couple écoumène qu'on trouve chez Aristote, écoumène et rème. Les rèmes, c'est le désert, mais pas le désert, le Sahara, c'est le désert, c'est la forêt. Le désert, les rèmes, qui va donner ermitage, ermite, etc., etc. Donc, on retrouve là aussi tous ces éléments de parenté. Et je pense que quand on est dehors avec des élèves et qu'on découvre un bout de forêt, eh bien, toutes ces questions surgissent. Pas seulement à monsieur ou madame, c'est quoi cet arbre? Et l'enseignant qui ne le sait pas, il prend son téléphone portable et il a là des logiciels d'identification. Donc, quand vous disiez il faut peut-être qu'on enseigne l'écologie, non, il faut qu'on enseigne la sensibilité, à l'écologie. C'est-à-dire que chacun, et moi le premier, des fois je me dis mais c'est incroyable, je ne sais pas distinguer les oiseaux. Et c'est pas nouveau. Downing, je vous signale, Downing, c'est un auteur extraordinaire. Lisez-le. Il y a que 2 livres de lui, malheureusement traduits en français. D-O-W-N-I-N-G. C'est le premier horticulturiste nord-américain.
C'est lui qui devait faire Central Park, puis il est mort. Enfin bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais bon, et il est avec une femme de la ville qui a une maison de campagne dans le village où lui réside. Et puis elle lui dit, ils prennent le thé sur la terrasse, et elle lui dit, oh, c'est marrant, on n'a pas entendu d'oiseaux. Et lui dit, ah, mais depuis qu'on a commencé à prendre le thé ensemble, j'en ai entendu au moins 8 espèces différentes. Alors elle est surprise, elle le regarde, et il lui dit, c'est un peu dur ce que je vais vous dire, il lui dit, ceux qui n'ont pas un oiseau dans le cœur ne peuvent pas les entendre. Encore une ou deux questions et puis on va enchaîner. Yvan Carlo, je voudrais vous poser la question suivante, juste là. Voilà. Vous avez parlé des encyclopédistes, on a beaucoup parlé d'auteurs français. Je voudrais savoir dans la place de Humboldt dans l'histoire de l'écologie. Alors, pour moi, évidemment, elle est majeure. Et je suis très content, je viens d'apprendre par Gilles Fumet, un ami géographe, qu'il prépare la réédition de Cosmos dans l'édition intégrale des 4 tomes. Donc ça, c'est essentiel. Humboldt, pour ceux qui le connaissent pas, il faut préciser que c'est un géologue au départ, c'est un voyageur, disons-le comme ça, c'est un chercheur d'or, HORS, et il va marcher. Il va traverser l'Amérique qu'on n'appelle pas encore latine à ce moment-là. Il aura comme ami Simon Bolivar, vous voyez, et il va constater, je donne 2 exemples, mais très vite, on est en 1800. Il va constater que la déforestation provoquée par une agriculture de rente, une agriculture intensive, provoque un dérèglement climatique. On est en 1800. Il constate en même temps que cette agriculture de rente ne peut reposer que sur l'esclavage, qu'il dénonce. Vous voyez, donc, alors, je vous donne ces 2 anecdotes, mais il y en a plein d'autres. C'est absolument fabuleux. Il y a une magnifique biographie qui est parue, écrite par une Allemande qui s'appelle Wolf. Lisez-la, c'est quasiment un polar parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui devient. Et il publie abondamment des œuvres en plusieurs volumes et il enseigne. Il est le premier conférencier à l'université de Berlin qui accueille les femmes dans son auditoire.